Bonjour, ici Anissa Leduc et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, à l'émission, nous couvrirons divers sujets de l'actualité. Nous parlerons de la SANA de la MRC de Masquinongé avec Mara Pomiès, d'une décision controversée prise par la directrice de l'école secondaire Pamphile Lemay avec Alison Laure, de la chute des NFT et de la crypto-monnaie avec Étienne Raté, d'une enquête portant sur les problématiques de la DPJ avec Kim Martin, du traitement des jeunes enfants immigrants musulmans qui immigrent au Québec avec Nafissatou Diallo, et nous débuterons avec Olivier Simard qui nous parlera de la hausse des tarifs de la pêche blanche à la baie. Bonjour Olivier. Bonjour Anissa. Ce sera un hiver difficile au village de la pêche blanche de la baie. Peux-tu nous expliquer ce qui sera différent des autres hivers? Ce qui diffère cette année, c'est le prix pour le déneigement qui a quadruplé en seulement quelques années. C'est ce qui a forcé l'organisme sans but lucratif Contact Nature à retirer des services tels que les patinoires, les anneaux de glace, les stations de déchets et même les aires d'animation. Et puis, est-ce que tu peux me dire, est-ce que le retrait de ces services-là a été suffisant? C'était pas suffisant, malheureusement, même si ça l'a considérablement aidé. L'organisme a été obligé de faire une augmentation de 65 $ pour les terrains, ce qui donne un total de 240 $ par terrain pour la saison 2023. Et Marc-André Galbran, qui est le directeur général de Contact Nature, a affirmé à l'Assemblée de pêche blanche que la bouchée était trop grosse à prendre. Et puis, comment les pêcheurs ont réagi face à cette annonce? Ils ont, somme toute, bien réagi, puisqu'ils ont été sondés par Contact Nature avant la prise de décision. Donc, ça s'est fait main dans la main entre eux. Et est-ce que ces décisions ont nui à la vente? Pas du tout. Les billets se sont envolés dans la première heure. Se sont presque tous envolés dans la première heure. Parfait. Et puis, pour conclure, est-ce que l'organisme a demandé de l'aide à la population? En quelque sorte, ils ont fait ça par un spectacle bénéfice du groupe rock Berry-Vrin Horloge Simard. Ils ont offert un spectacle le 19 novembre au Vieux Théâtre de la Baie. Ça a réuni 350 spectateurs, ce qui a permis d'amasser 5 000 $ pour la pêche blanche. Merci beaucoup, Olivier, pour ce partage. Merci beaucoup. Maintenant, parlons d'immigration avec Nafissatou Diallo. Bonjour, Nafissatou. Bonjour, Anissa. Tu as eu à t'entretenir avec une jeune femme immigrante. Comment s'est passée son intégration au Québec? Oui, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Fatou Diané, qui a vécu une intégration assez difficile au début. Le fait de quitter ses repères, devoir renouer de nouvelles attaches, notamment lorsqu'on tient compte de son jeune âge. Elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle a emménagé au Québec. C'est vrai que c'est jeune et en tant qu'enfant, comment a-t-elle réagi face à ce vent de changement? Dans un premier temps, c'est un sentiment de tristesse qui l'a prise. Étant un enfant, elle l'exprimait par des pleurs, puis l'incompréhension aussi face à cette nouvelle vie. Elle posait beaucoup de questions à ses parents. Ensuite, elle a ressenti le manque de ses proches. Puis, soulignons-le, Fatou est une jeune femme musulmane. A-t-elle rencontré des difficultés afin de retrouver ses repères religieux? Effectivement, ayant grandi avec une éducation en partie musulmane, elle a dû s'adapter et réorganiser ses habitudes, comme le fait de ne pas pouvoir aller prier à l'heure durant ses heures de pause et devoir les rattraper chez elle, car on sait qu'il n'y a pas de mosquée partout au Québec, comme dans son pays d'origine. Les célébrations et jours de fête sont comme devenus des jours normaux, puisqu'elle avait des obligations professionnelles ou scolaires. Et puis, depuis son arrivée, est-ce qu'elle a dû faire face à des mauvaises expériences? Elle a subi effectivement certaines remarques qui l'ont touchée, comme le fait que son appartenance ne se voie pas, donc elle ne porte pas de voile, donc ce n'est pas apparent. Ce qui suscite le questionnement par rapport à ça, du pourquoi et du comment elle ne le porte pas, ou alors que sans lui demander, on affirme qu'elle appartienne à une autre appartenance religieuse. Ce sont des jugements qui l'ont en effet marqué. Et puis pour terminer, Nafissatou, pourquoi est-il important qu'une personne immigrée s'ouvre à la culture de son pays d'accueil? Afin de mieux réagir face à la curiosité et au questionnement des personnes dans le nouvel environnement et de ne pas prendre cela comme négatif. Merci beaucoup, Nafissatou, d'avoir pris le temps de nous partager l'histoire de Fatou. Merci, c'est un plaisir. Maintenant, parlons de NFT et de crypto-monnaie avec Étienne Raté. Bonjour, Étienne. Bonjour, Anissa. Pourquoi les crypto-monnaies ont-elles perdu autant d'argent depuis le 21 novembre 2021? Quand on parle d'autant d'argent, c'est dans la figure de 1,9 trillion de dollars américains, ce qui est énorme comme perte d'argent. On peut souligner la baisse surtout au marché boursier. Au début 2020, on a vu que le marché boursier a perdu énormément d'argent. Donc, les crypto-monnaies vont aussi s'adapter
avec la cause. Pour ce qui est en 2021, des entreprises comme Meta, qui ont fait beaucoup baisser les crypto-monnaies, ont voulu s'investir dans la manière, mais ont totalement abandonné le projet. Surtout, ce qui est intéressant à susciter, c'est il y a eu une bulle spéculative pendant la pandémie, parce que beaucoup de personnes ont cherché à s'investir là-dedans. Pour vous dire comment ça a augmenté, on a parti de 20 000 $ au début de 2021, puis 2020 plutôt, puis on a terminé jusqu'à 80 000 le Bitcoin. Fait que ça veut dire dans l'ordre du 500 %, ce qui est énorme pour ça. Et puis, Étienne, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui a causé le désintérêt dans l'investissement des GNF, jetons non fongibles? C'est que le projet était beaucoup trop tôt pour ce qu'on connaît. De ce que vous connaissez, les GNF ont fait quand même figure comme des images qu'on paye des milliers de dollars, mais qui n'ont aucune vraie utilité. Le but là-dedans d'un GNF, c'est, admettons, on va mettre soit quelque chose qui va être utile pour l'Internet, admettons Office 360, qui est comme une plateforme pour travailler. C'en est un GNF, parce que c'est un investissement que tu fais, puis tu reçois un retour en argent si tu l'utilises pour ton travail. C'en est un GNF. Ce qu'on aussi on peut parler, c'est que c'était aussi encore une bulle spéculative, parce que le monde Parfait, merci beaucoup, Étienne. C'est tout le temps qu'on avait. Désolée. Pas de problème. La DPJ était sous investigation en 2019. La commission Laurent était responsable de celle-ci. Nous allons donc parler de ce rapport avec Kim Martin. Peux-tu nous expliquer ce que soulève le rapport Laurent? Oui, donc le rapport de Laurent soulève les nombreuses lacunes que comporte la DPJ, comme le manque du personnel, et apporte ensuite des recommandations, donc des actions recommandées afin d'améliorer le système de la DPJ. Parfait. Et Kim, tu as discuté avec Stéphanie Thibault, une enseignante en travail social au Cégep de Jonquière. Quelles suggestions apporte-t-elle à ce rapport? Oui, Stéphanie a dit qu'il devrait y avoir plus d'investissements en prévention afin d'y avoir plus de services préventifs, afin d'aider davantage les parents et éviter qu'il y ait des urgences à la DPJ. On remarque que les temps sont difficiles présentement, mais comment le manque de personnel affecte-t-il les travailleurs sociaux? Oui, j'ai parlé avec Émilie Vallée et elle dit que le manque de personnel augmente le stress et la pression des travailleurs sociaux et aussi ils sont plus chargés de dossiers, donc ça n'aide vraiment pas avec leur travail. Et puis pourquoi la commission Laurent a-t-elle investigué la DPJ? Oui, elle a investigué la DPJ car en 2019, une fillette de Granby est morte, tuée par sa belle-mère. Donc, il y a eu plusieurs signalements à son égard et la DPJ l'a donc pas retirée de chez elle. En terminant, Kim, quel message désire transmettre Émilie Vallée et Stéphanie Thibault? Oui, elle souhaite valoriser le succès qu'ils ont à la DPJ et dire qu'il n'y a pas juste du négatif et que les travailleurs sociaux tiennent vraiment à cœur leur mission et leur rôle. Parfait. Merci beaucoup, Kim. Aujourd'hui, je suis avec Alison Nord pour parler d'une décision controversée prise par la directrice de l'école secondaire Pamphile Lemay. Bonjour, Alison. Bonjour. Qu'a fait exactement la directrice au casier qui ne fermait pas complètement? Elle a apporté de gros sacs poubelles et a vidé tout le contenu des cases. Tous les effets, autant personnels que scolaires, ont été placés dans ces sacs et portés au magasin scolaire. Il n'y a pas eu de respect du matériel puisque, selon Maëva Waro, une étudiante de l'école en question, les sacs n'étaient pas identifiés et ils ont été brassés et lancés au magasin scolaire, ce qui a mené à plusieurs pertes matérielles, dont des objets cassés et des portefeuilles volés. Et puis, quelle a été la réaction des élèves face à cet événement? Les élèves étaient en colère et se sont vengés en mettant sans dessus-dessous les alentours du magasin scolaire. Ils ont lancé des tests COVID et ont même déchiré des manuels scolaires. Et selon Maëva Waro, un adolescent ne voudra que se venger si on utilise la manière forte. Il y a donc été question de foutre le bordel dans l'école. Est-ce que tout le personnel impliqué était en accord avec la décision de la directrice? Non, les techniciennes en éducation spécialisée ont été forcées de coopérer en apportant les sacs poubelles, même s'ils n'étaient vraiment pas d'accord avec les actions de la directrice. Y a-t-il eu un autre événement concernant les cadenas? Oui, la directrice avait déjà mis des cadenas sur les casiers en n'ayant pas en début d'année. Elle avait également laissé une note sur le casier disant d'aller chercher le code au magasin scolaire. Les élèves ont dû payer le cadenas 5,75 $. Et cet événement aussi a fâché les élèves, mais ça n'a pas été une réaction aussi intense que lorsqu'on a vidé leur casier.
Et puis pour conclure, Alison, quelle était la raison première de la directrice pour qu'elle commette ces actes? Elle était tout simplement... selon elle, l'école semble mal propre quand il y a des casiers ouverts. Donc, c'était juste pour que l'école semble propre. Merci beaucoup, Alison, d'avoir mis en lumière cette situation. Le service d'accueil des nouveaux arrivants à Maskinongé a fait l'acquisition d'une nouvelle maison. Bonjour, Mara. Bonjour. Avant tout, peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement le service d'accueil des nouveaux arrivants? En fait, la mission du service d'accueil des nouveaux arrivants, c'est de favoriser l'attraction et l'intégration des nouveaux arrivants. Le SANA leur assure de bonnes conditions d'accueil et d'établissement pour les nouveaux arrivants, justement, dans la MRC de Maskinongé. Et puis, pour quelle raison est-ce que le SANA fait l'acquisition de cette propriété? En fait, la raison principale, c'est que l'équipe du SANA a beaucoup grandi dans les dernières années dû à la demande. Puis, ils ont besoin d'espace pour installer leurs employés et pour installer leur bureau pour faire un espace de travail dans un lieu commun. Ensuite, la deuxième raison, c'est que la maison va grandement aider l'organisation de leurs événements, autant petits que grands, car ils ont beaucoup d'espace. C'est une grande maison qu'ils ont achetée et ils n'auront plus besoin de louer des salles communautaires ou des choses comme ça pour organiser leurs événements, donc ça va être beaucoup plus simple pour eux. Il devait y avoir plusieurs personnes qui voulaient cette dite maison. Pourquoi est-ce que c'est le SANA qui a été retenu? En fait, tout ça part de deux propriétaires en avant. En fait, les deux précédents propriétaires étaient impliqués eux-mêmes dans la vie sociale de la région et dans le bien-être de la population. Donc, ils ont voulu passer le flambeau et continuer la belle mission sociale. Et c'est pour cette raison-là que le SANA a été choisi malgré tous les candidats sur la liste. Le SANA travaille-t-il seul ou avec des collaborateurs? Le SANA a plusieurs collaborateurs puisque c'est un organisme à but non lucratif, dont le ministère de l'Intégration, la MRC de Maskinongé, les centres d'action bénévoles ainsi que la ville de Louisville et bien plus. Et puis, pour terminer, Mara, quelles sortes de migrants sont aidés par le SANA? Ce sont vraiment tous les immigrants qui peuvent recevoir de l'aide, autant qu'ils viennent d'outre-Atlantique ou des États-Unis ou bien même d'une autre province du Canada. Tout le monde peut recevoir de l'aide dans la MRC de Maskinongé grâce au SANA. Merci beaucoup, Mara, pour cette découverte. Ça fait plaisir. C'est déjà la fin de notre émission. Je tiens à remercier et à féliciter toute l'équipe de journalistes de la section Actualité qui a travaillé très fort. Alors, merci à Olivier Simard, Nafissatou Diallo, Étienne Raté, Kim Martin, Alison Laure et Mara Pomiès. De plus, nous tenons aussi à vous remercier, chers téléspectateurs, d'avoir été parmi nous tout au long de cette émission. C'était Anissa Leduc pour le magazine Sur le plateau.